Good afternoon. I hope my audio works. I think if Bonjour à Sriram tous, is nodding now j'espère and que mon or we can. audio fonctionne. Cyril fait oui de la tête, donc je conclus que oui. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Nous sommes à un moment enthousiasmant. Au bout de presque 20 ans, nous parlons maintenant du MEMAP, le manuel pour des procédures amiables efficaces. Nous l'attendons depuis longtemps. Vous allez entendre des panélistes si cela en vaut le coup. Je pense que tout le monde a travaillé beaucoup sur le programme de travail sur la sécurité juridique en matière fiscale depuis longtemps. Vous voyez que nous travaillons sur ce sujet pour cette réunion. Cela fait partie d'une série de webinaires sur la fiscalité et sur ces considérations. Alors sur ce, je vais présenter nos panélistes. Je suis là avec vous. Sriram va manipuler les slides. Nous avons les membres de l'équipe qui sont les personnages principaux. Je vais présenter rapidement le webinaire et Sriram va ensuite faire une présentation et modérer le débat. Quelques mots sur nos présentateurs. Je suis Harim Prost, directeur adjoint du Centre de l'OCDE pour la politique fiscale et l'administration. Nous avons Sriram, vous le connaissez tous, certains d'entre vous le connaissez mieux que d'autres, mais c'est le co-responsable de l'unité de la sécurité juridique en matière fiscale au Centre pour l'administration fiscale et la politique fiscale. Nous avons Karim qui est première au Sandra qui est la responsable du Bureau mondial sur les prix de transfert et il travaille sur les controverses en matière de prix de transfert. Nous avons Armark. Merci d'être avec nous, Armark. C'est le président du forum PA-FAF. Et je suis très heureux que nous ayons Karim Alimi Ghez avec nous, qui est la première vice-présidente et responsable de la fiscalité chez Bookings Holdings. Tout ceci est reflété dans le MEMAP aussi. Nous avons eu des conversations détaillées avec la communauté des parties prenantes au fur et à mesure que nous avons développé le MEMAP. Nous avons lancé des activités avec le BIAC et autres concernant la sécurité fiscale, sécurité juridique en matière fiscale, la table ronde sur la fiscalité. Ceci permet à tout un chacun de soulever les points importants qui sont maintenant intégrés au MEMAP. Quelques mots rapidement sur le MEMAP. Vous êtes tous des techniciens, nous connaissons tous le MEMAP, mais il y a d'autres personnes avec nous qui sont moins qui travaillent moins sur le côté technique. Alors, c'est un manuel qui se veut pratique, lisible, clair, et nous avons nous avons essayé de couvrir tout ce que nous pouvons, les transactions sur les audits, les questions concernant le processus, la procédure, comment nous agissons pour résoudre le processus, la mise en œuvre. Nous essayons de vous présenter le cycle de vie de la procédure amiable et de vous donner des instructions très pratiques, très claires pour chaque étape du processus. Nous l'utilisons à des fins de formation, entre autres choses, mais c'est pour nos panélistes de nous donner plus de détails. Alors ici, nous voudrions passer quelques minutes à parler du contexte de l'élaboration du MEMAP. Que nous disent les données? Alors Marc, vous vous souvenez de cela du début du travail. Ceux qui avaient créé le forum PAFAF avait parlé des mesures. Alors, le processus d'examen par les pairs joue un rôle très important, ce que fait également le cadre de présentation des statistiques. Les messages clés ici sont que les inventaires des procédures amiables augmentent ou sont plus nombreux, grande augmentation de leur nombre entre 2023 et 2024, probablement liée à la tendance post-Covid. Euh, la période de la pandémie ayant été marquée par une baisse des évaluations. Or, les autorités compétentes avaient réalisé des efforts très louables pour inverser cette tendance de la pandémie. Alors, nous pouvons faire mieux en matière de la procédure amiable. Le MEMAP est une contribution très conséquente à cette amélioration d'efforts. Nous voudrions
réduire le nombre de cas dans les inventaires. Autre message, la procédure amiable reste concentrée. Mais il y a quelque chose d'aussi important. Bien que concentré, nous avons également un nombre grandissant pays qui participent. Nous sommes passés de 51 pays qui ont au moins un cas de procédure amiable à 101 pays. Bon signe, indication de la confiance des entreprises, de l'existence de procédures qui n'existaient pas par le passé, que les différents sont de plus en plus susceptibles de trouver résolution. Alors Sandra va vous parler de cela plus en détail, mais juste une observation. Vous voyez une augmentation du délai pour résoudre des cas qui ne sont pas des cas de prix de transfert. Alors, je vais vous parler tout à l'heure de la question de savoir pourquoi nous ne lançons pas un programme euh, pour les cas non relevant des prix de transfert. Alors, juste très rapidement, nous parcourons les régions. Si vous regardez la situation mondiale, il faut tout lisser, trouver les moyens. Il est utile donc de le ventiler en région. Qu'en est-il des inventaires de cas de procédures amiables partout dans le monde? Amérique du Nord, le nombre de cas s'est stabilisé. Il y a une légère augmentation de cas autres que prix de transfert. En Europe, nous suivons la situation globale parce que nous ne voyons pas les différences au niveau des pays. Mais ce qui est intéressant pour la PAC, c'est qu'il y a une diminution des nombres de cas liés au prix de transfert, légère fluctuation d'autres cas. Alors, les ratios, ce qui est affecté à la procédure amiable, ce qui est lié aux APP varie, mais peut-être qu'il faut intégrer plus de cas à cette catégorie de procédure amiable. Pourquoi cette manque de confiance dans l'attribution des cas. Donc, nous essayons de trouver un sens dans les données. L'Afrique, maintenant, les inventaires sont en augmentation, mais il y a des succès, en fait, concentrés essentiellement sur 3 pays, mais nous sommes passés de 3 pays qui faisaient du reporting à 20 pays maintenant. Il y a de plus en plus de cas qui sont intégrés au programme de la procédure amiable, donc ils sont plus susceptibles de trouver leur résolution. En Amérique latine, les nombres sont en augmentation dramatique, mais il faut le situer dans son contexte. Les cas liés au prix de transfert n'étaient pas éligibles pour inclusion à la procédure amiable par le passé et maintenant ceci a été corrigé. Il y a de plus en cas qui sont intégrés à ce cadre. La région MENA, il y a aussi des variations entre pays dans la région. Il y a des pays qui sont à la pointe des programmes de PA et d'autres pays qui doivent se rattraper. Alors, si nous prenons ces indications maintenant pour essayer de trouver le contexte du MEMAP, je vais consacrer le reste de ma présentation à cela. Le MEMAP se trouve dans la partie résolution des différends pour ce qui est de notre programme. Alors, il est important de continuer les examens par les pairs, de continuer d'avoir les contributions à cela. Il est important de continuer à publier les statistiques sur les procédures amiables. Il y a d'autres aspects de notre travail. Je n'ai pas le temps de tout décrire en détail. Nous avons des questions liées au prix de transfert. Peut-être qu'il faut explorer les possibilités de ce côté-là. Il y a le forum PAFAF. Mais il est essentiel, très nécessaire d'améliorer la procédure amiable. Cela ne nous permettrait pas seul de réduire les inventaires. Ceci dit, et c'est pour cela que nous continuons de travailler sur le pilier de la prévention. Et je parle des piliers pour la première fois, en fait, ici, plus particulièrement du pilier de la prévention. Pour la première fois, nous créons un programme style APP pour les cas qui ne relèvent pas des prix de transfert. Nous passons également à une position axée sur la prévention. Nous avons déjà beaucoup fait, nous avons des équivalents du MEMAP, mais au niveau de la prévention, est-ce que nous pouvons éviter les types d'évaluation d'audit que ne sont pas pérennisables? Un travail très important qui est en cours au sein du forum sur l'administration fiscale. Il y a toute une série d'autres programmes, je n'ai pas le temps de les décrire maintenant, euh, mais venez
rejoindre notre programme de travail pour coordonner ou pour mener des audits conjoints. Alors, pour parcourir les piliers rapidement, si vous êtes au niveau de la simplification, il n'y a pas de désaccord au niveau des règles. La simplification des règles portant sur les prix de transfert, vous connaissez tous le montant B. Il y a les examens pratiques des prix de transfert. Nous réfléchissons pour savoir comment simplifier, optimiser des éléments qui causent des problèmes actuellement sous la présidence sud-africaine. Nous nous penchons plus systématiquement, de façon plus structurée sur la simplification. Il y a aussi les sujets transversaux. Nous réalisons une cartographie des cas de procédures amiables sur les inventaires pour étudier la clarification des règles, les meilleures pratiques, pour voir pourquoi les pays devraient s'investir dans la prévention et la sécurité juridique en matière fiscale, réfléchir aux implications plus générales. Nous avons besoin de la croissance au niveau du monde. Comment contribuer à cela? Donc, nous réfléchissons à la sécurité juridique en matière fiscale en adoptant une approche globale, pas simplement pour les administrations fiscales, pas simplement pour les entreprises, mais pour le pays dans son ensemble, au niveau mondial aussi. Et enfin, et Sriram, je vais vous donner la parole très rapidement, mais avant de conclure, ce que nous faisons dans le contexte des audits et des procédures amiables, parfois vous vous sentez comme cela, et ce que nous essayons de faire par notre programme de travail sur la sécurité juridique, le MEMAP en étant une partie très importante, c'est d'arriver à une situation comme celle-ci. Alors, je ne sais pas si nous allons réussir ou non. Je vais donner la parole à notre panel d'experts sur ce sujet. Je ne suis pas expert même moi-même. Donc, je vous donne la parole, Sriram. Est-ce que vous pourriez nous parler de comment nous pouvons arriver à cet avenir représenté à l'instant à l'écran? Eh bien, merci beaucoup, Harim. Bonjour à tous, après-midi, matin ou soir, selon le cas. Je pense que Harim a visé juste. Ce que nous essayons de dire chez le MEMAP, c'est que nous avons fait beaucoup de travail ces dernières décennies sur le MEMAP et maintenant, nous cherchons à voir ce que nous pouvons faire au niveau des autorités compétentes et au niveau du CTP pour créer un écosystème de sécurité juridique en matière fiscale. Sans attendre plus, je vais vous présenter certains slides, vous donner un aperçu global technique de ce que fait et ce que comporte le MEMAP. Bien évidemment, le manuel est long, technique, qui présente le processus de la procédure amiable étape par étape. Je ne veux pas tout décrire, hein, mais je voudrais juste vous donner les éléments clés, ce qui pose les jalons de notre débat pour le reste de la session. Alors, pour le contexte, il est important de voir comment nous sommes arrivés à ce nouveau MEMAP. La première chose à dire, c'est qu'il y avait le MEMAP de 2007. C'était un document politique euh, qui visait un niveau assez général. Nous parlions du contexte conventionnel de la procédure amiable. À ce moment-là, c'était révolutionnaire de formuler un guide pour la procédure amiable qui parlait de comment procéder. C'était quelque chose qui a été élaboré par les pays de l'OCDE alors. Mais depuis lors, nous avons intégré la disposition sur l'arbitrage ou l'arbitrage au modèle de convention de l'OCDE. Il y avait le recueil des meilleures pratiques. Et ce qui est très important, c'est que le forum PA-FAF avait des autorités compétentes dans le cadre inclusif qui travaillaient ensemble ces 10 dernières années sur ce guide pratique, le MEMAP. Les autorités compétentes avaient contribué ces questions qui sont traitées dans le MEMAP, des questions éminemment pratiques et réelles. Le MEMAP de 2007 reste pertinent, mais le temps était venu de faire une mise à jour et nous avons estimé qu'il était important de donner au MEMAP une dimension pratique, pragmatique. Alors, tout le cadre inclusif maintenant participe à la création de programmes PA. Donc, tous ces pays créent leur programme de procédure amiable et nous voulions
un guide pratique. Donc, nous avons dit pourquoi ne pas élaborer un manuel qui allait rassembler toutes les étapes et les conseils, les consignes pratiques. Alors, le calendrier de mise à jour en 2024, nous voulions que ce manuel reflète les expériences pratiques. Nous avons circulé des enquêtes détaillées aux autorités compétentes et aux entreprises par le biais du BIAC. Nous avons reçu un grand nombre de réponses des autorités compétentes et des entreprises. Il y avait des associations commerciales et autres qui avaient soumis leurs commentaires sur les questions relevant de la procédure amiable. Et ensuite, nous avons contacté les répondants pour clarifier leurs réponses et pour voir comment trouver des solutions et des meilleures pratiques. Sur la base de tous ces résultats, nous avons créé un groupe de réflexion composé de 17 juridictions qui ont travaillé ensemble pendant la première moitié de l'année dernière pour arriver à un premier projet de texte recensant 59 bonnes pratiques. Ce texte a été finalisé et approuvé à la fin de l'année dernière par le cadre inclusif sur le BEPS en décembre 2025. Ceci a donné lieu au texte du MEMAP publié le 2 février de cette année. J'espère que vous avez tous eu l'occasion de le parcourir rapidement avant cette réunion. Et maintenant, nous avons ce manuel qui comporte 59 bonnes pratiques et qui présente le cycle de vie du processus de la procédure amiable, comme l'a dit Hakim. Alors, Hakim l'a mentionné rapidement, mais il reste important de préciser que quand nous parlons du MEMAP, le statut et l'objectif du MEMAP sont importants. La première chose à dire très clairement, c'est que l'idée du MEMAP, c'est de couvrir bien évidemment les dimensions politiques que nous avions déjà dans la version 2007. Il y a des éléments pratiques, des orientations aux autorités compétentes pour ce qui est de la politique. Mais l'objectif principal du MEMAP, c'est de constituer un guide pratique. L'idée, c'est de vous montrer comment mettre en œuvre les bonnes pratiques. Alors, pour les autorités compétentes, si vous avez déjà de l'expérience, ceci peut vous aider à clarifier vos pensées. Si vous n'avez pas d'expérience, cela peut vous guider. Et si vous êtes une entreprise, ce qui est très important, c'est que le MEMAP vous présente comment vous pouvez parcourir la procédure amiable, le processus de la PA de votre côté. Donc, c'est un guide pratique pour la procédure amiable. Important de préciser que ce n'est pas un document contraignant. Nous avons des orientations, des bonnes pratiques, mais il n'y aura pas d'examen par les pairs par rapport à la conformité au MEMAP et les pays peuvent faire preuve de flexibilité dans leur application du guide. Mais nous voudrions que ce document représente une aspiration, soit une inspiration pour les pays, créer un recueil de bonnes pratiques avec des calendriers réalistes, des étapes réalistes. Chaque pays a son propre parcours par rapport à la PA, mais du point de vue de l'aspiration, comment fixer l'objectif pour tous? Ça, c'est l'idée derrière le MEMAP, c'est le ton que nous avons adopté dans ce manuel. Et c'est la référence pour la procédure amiable. Les contribuables et les autorités compétentes doivent maintenant avoir recours au MEMAP comme référence en matière de procédure amiable. C'est l'objectif derrière ce projet. Alors, je ne vais pas présenter toute la table de matière du MEMAP, mais juste pour pour vous montrer que chaque section du MEMAP comporte des orientations pratiques. Et donc, vous avez des orientations pratiques, y compris les contributions à l'enquête, et ceci met en pratique. Il y a une série de sections. Il y a la section de l'introduction qui vous donne une vision globale concernant la PA, les dispositions conventionnelles, et ainsi de suite. Ensuite, il y a le contexte et la phase pré-procédure amiable qui parle des questions associées à la PA. Comment assurer la prévention des cas soumis à la procédure amiable? Quelles sont les fonctions de l'autorité compétente? Quels sont les cas soumis à la procédure amiable? Quel est le rôle du contribuable dans ce processus? Et ensuite, nous avons deux sections suivantes, la phase unilatérale et la phase bilatérale. Cela couvre tout allant de la soumission d'une demande de procédure amiable jusqu'à l'arbitrage dans le cadre de la procédure amiable et des guides pratiques à l'intention des parties concernant comment mener de l'arbitrage dans le cadre de la PA. Et ensuite, il y a les autres sujets
les considérations relatives aux juridictions à faible capacité. Il y a des bonnes pratiques où nous précisons, si vous avez beaucoup d'expérience, vous pourriez adopter cette bonne pratique. Si vous avez moins d'expérience, vous pourriez plutôt viser cette autre pratique. Vous pouvez adapter cela à votre contexte. Il y a des instructions pratiques aux juridictions à faible capacité concernant comment construire un programme de procédure amiable et ainsi de suite. Quelque chose que j'ai appris de la part des entreprises depuis la publication de la version 2026 de MEMAP le 2 février, c'est que euh, euh, il y a un calendrier, un délai idéal pour le processus de la procédure amiable et qu'il fallait donner des outils aux entreprises. Le forum PAFAF a fait ressortir l'importance de cela. Alors, je voudrais aussi couvrir quelques éléments importants sur les meilleures pratiques dans le manuel. Si vous regardez le contexte de la phase pré-procédure amiable, nous commençons par le plus important. Il faut avoir des dispositions efficaces relatives à la procédure amiable dans vos conventions. La procédure amiable de bonne foi, conformément à la convention, pour permettre la mise en œuvre. Il y a des bonnes pratiques qui insistent sur l'élément de bonne foi et la conformité à la convention. Si vous avez une convention, cela ne va pas dire que la procédure amiable est facultative. Il y a cette obligation d'agir de bonne foi. Il y a des bonnes pratiques et des orientations qui parlent de la mise en œuvre pratique et comment procéder. Et vers le bas de l'écran, voyez deux ou trois éléments qui vous aident à bien encadrer votre expérience en matière de sécurité juridique fiscale. Alors, comment agir au niveau de l'administration fiscale. Le MEMAP couvre certains de ces points en tant qu'autorité compétente, en tant qu'administration fiscale. Si vous concluez un audit, il faut informer les contribuables de leurs droits en matière de procédure amiable, qu'il y a ce recours à la procédure amiable sous les conventions fiscales. Et ensuite, il y a deux points qui concernent la prévention des différends au niveau d'abord des administrations fiscales, comment améliorer la connaissance, la sensibilisation quant à votre fonctionnalité d'audit et comment améliorer les communications entre les contribuables et les autorités fiscales pour assurer la prévention des différends qui donnent lieu à la procédure amiable. Et ensuite, il y a des outils et nous travaillons là-dessus depuis des années pour la prévention des différends. Il y a des APP qui sont disponibles. Il y a des accords cadres aussi qui peuvent mener à des solutions communes pour les cas de procédure amiable. Il peut y avoir des résolutions multiannuelles, toute une série d'outils pour les juridictions. Alors, sur cette diapo, vous voyez un petit peu les aspects organisationnels, pratiques, donc comment ça fonctionne. Ça, c'est comment organiser la fonction des autorités compétentes. On en parle à chaque fois. Il faut des ressources financières et humaines, formation, un bon budget, puis des indicateurs de performance qui ne sont pas liés aux recettes que vous engrangez. Voilà donc l'approche et l'état d'esprit. Il faut vraiment un état d'esprit résolument orienté vers les solutions. Et puis, on rentre un petit peu plus dans les détails les autorités compétentes doivent être indépendantes de toutes les considérations de politique fiscale. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est-à-dire, quelles sont les incidences pratiques de ce qui a été fait? En fait, on rentre un petit peu plus dans les détails afin d'explorer eh bien, cet engagement et d'identifier des bonnes pratiques. Et puis, il y a beaucoup d'autres choses qui sont couvertes également. Quand on regarde donc le stock de EPA, eh bien, on dit il ne faut pas dire qu'une question n'est pas couverte par le EPA. Il faut toujours consulter l'autre partie, essayer d'avoir des accords bilatéraux et veiller à bien faire la distinction entre ce qui est couvert par la Convention et ce qui ne l'est pas. Et puis, il y a aussi des cibles, mais ça peut être, moi, je pense qu'il faut mieux avoir comme cible de résoudre dans un délai fixe la procédure amiable. On essaie vraiment de rendre ce manuel très pratique. Si vous ne pensez pas pouvoir atteindre cette cible, à ce moment-là, il faut vraiment impliquer la hiérarchie de votre autorité compétente pour trouver une solution concrète. Donc, il y a quelques orientations là-dessus. Et puis, il y a également la gestion des stocks de PA
qu'est-ce que les grandes autorités compétentes peuvent faire, qu'est-ce que les petites autorités compétentes peuvent faire. Et puis, il y a également la consultation pré-PA. Qu'est-ce qui peut être fait en amont, avant le lancement d'une procédure amiable? Quelles sont les informations qui doivent être transmises et disponibles? Donc là encore, il y a des orientations, des bonnes pratiques. C'est peut-être la première fois qu'on en parle parce que on parlait de ce qui enfin, de ce qui devait être fait avant la procédure, mais ce n'est pas écrit. Et donc, on a ajouté des bonnes pratiques sur le sujet. Puis, bien entendu, il y a plus de détails sur eh bien, ce qui doit être publié, quelles sont les informations idéales qui devraient être incluses. Et puis, je crois qu'il y a toute une section qui porte sur les attentes vis-à-vis des contribuables et leurs attentes à eux aussi. On part toujours du principe qu'il y a une attente, des attentes, pas uniquement de la part des autorités compétentes, mais côté contribuable également, à savoir que eh bien, le dossier sera déposé comme il faut et qu'ils seront euh, disponibles pour répondre à toute demande d'éclaircissement. Et quand on regarde le texte, il y a beaucoup d'orientations et assorties d'exemples pratiques. Certaines autorités compétentes ont vu des contribuables qui voulaient passer par une procédure amiable afin de suspendre eh bien, une procédure déjà en compte. Et ça, c'est déjà en cours. Et ça, c'est déjà passé. Et puis, il y a enfin, notre attente vis-à-vis des contribuables, c'est qu'ils agissent de toute bonne foi. Et puis, il y a également une bonne pratique par rapport à l'implication et la participation. Les contribuables ont le droit d'être tenus au courant de l'état d'avancement de la procédure amiable. Et puis, bien entendu, lorsqu'il y a des discussions sur l'EPA, eh bien, les contribuables ne sont pas nécessairement présents. Mais le contribuable, ne l'oublions pas, c'est la partie prenante principale et donc doit être tenu au courant à ce titre. Et tout cela est intégré dans les bonnes pratiques. Et puis, on passe aux phases unilatérales et bilatérales de la procédure amiable. Alors, quand on regarde le, euh, la première étape, il y a euh, donc le fait d'avoir des possibilités de soumettre les demandes de procédure amiable, qui soient sécurisées, rationalisées, accessibles et souples. Il y a également un certain nombre d'attentes. Il faut bien avoir le bon pour ce qui est des contribuables en fonction des différentes circonstances. Il y a par exemple, des entreprises qui ont des conseillers, il faut donc qu'il y ait le bon niveau de compétence. Et puis également la question donc des délais. Il y a des bonnes pratiques là aussi. Et il y a une partie très importante aussi du MIMAP, c'est d'essayer de souligner ce qui figure déjà dans l'action 14, mais essayer de rentrer dans certains détails pratiques. L'accès au PA qui doit être accordé dans les cas éligibles au titre de la Convention. Lorsque la Convention pense que vous êtes éligible pour passer une PA, vous devriez y avoir accès. L'action 14 parle bien entendu de cas d'anté-abus ou autres. Et nous avons essayé de rentrer un petit peu plus dans le détail des questions concrètes afin de savoir quelles sont les bonnes pratiques dans les différents cas. Et lorsque les éléments ne sont pas couverts directement, mais on peut s'inspirer des bonnes pratiques et voir ce qui constitue des bonnes pratiques d'après les autorités compétentes. On parle par exemple des ajustements initiés par le contribuable de bonne foi pour les cas de prix de transfert. Il y a également la question de l'application de la convention, des cas internes de lutte contre les abus et puis les procédures et les pénalités ne devraient pas être euh, utilisées. Pour ce qui est eh bien, des contrôles, je crois qu'on en a parlé déjà. Lorsque vous avez un accord suite à un contrôle, il faut avoir accès à la PA. Mais un contribuable pourrait faire l'objet de pression implicite par une administration fiscale. Alors, ce n'est pas idéal, mais nous savons très bien que c'est le cas dans la réalité et une administration fiscale ne devrait pas le faire, nous le disons très clairement. Et puis, il faudrait aussi éviter d'empêcher le contribuable d'avoir accès à la procédure amiable
lorsqu'il y a eu un accord suite à un contrôle. Et puis, nous disons également que l'accès au PA devrait être possible même lorsque les recours internes sont encore en cours, parce que nous savons que l'accès à la procédure amiable est indépendante des recours en interne, parce que euh, le contribuable ne devrait pas se sentir lié par un accord passé avec une partie. Donc, nous disons que ça aussi, c'est une bonne pratique de ne pas contraindre ainsi le contribuable. Et puis, il y a également la suspension de la collecte de l'impôt pendant l'APA. Là, je rentre pas dans les détails parce que on l'a déjà, enfin, c'est déjà couvert dans la version précédente. Là, on étoffe un petit peu. Et puis, il y a également la décision que l'objection n'est pas justifiée. Nous disons très clairement que la décision doit être prise sur la base d'une analyse prima facie et uniquement sur la base des informations nécessaires. Donc, le contribuable ne peut pas se voir empêché d'avoir accès au APA sur la base de ce qui a été découvert dans le cadre d'une autre procédure. Et puis également le processus de consultation bilatérale, y compris dans des cas anti-abus. Et puis il y a également plus de détails sur le type d'informations requises. Et puis il y a également donc la question de l'allègement unilatéral. Dans quelle situation est-ce que ça peut être accordé et dans quelle situation il serait plus malin pour les autorités compétentes de ne pas le faire. Donc en fait, c'est vraiment très concret et tout cela découle des réponses aux enquêtes. Et puis, il y a toute une série de bonnes pratiques relatives à la phase bilatérale. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails, mais on parle de discussions bilatérales de manière différente par rapport à précédemment. On parle de ce que cela veut dire très concrètement et c'est ce qui sort à chaque fois lors des événements qui ont trait à la certitude fiscale. En fait, ce que nous disons, c'est qu'il y a une obligation du côté des autorités compétentes de déployer tous les efforts, les meilleurs efforts possibles pour et d'appliquer une approche pragmatique en ayant toujours en ligne de mire la solution. Et puis, il ne faut pas suspendre les discussions PA à moins que le contribuable souhaite poursuivre de manière active une procédure judiciaire. Et puis, nous disons également que, idéalement, en tant qu'autorité compétente, lorsqu'il y a des contraintes juridiques, bien entendu, il y a toujours des contraintes nationales et constitutionnelles. Et ce que nous disons, c'est que idéalement, les autorités compétentes ne devraient pas être limitées. Puis nous parlons également des documents, de la conduite de réunion, de l'implication de contribuables. Donc tout cela est présenté clairement. Et il y a également quelques remarques sur la mise en œuvre. Comme Hakim l'a dit, il y a encore un certain nombre de difficultés. Beaucoup de pays ont des délais en interne au niveau national. Et ce que nous disons, c'est que dans un monde idéal, il faut appliquer les accords PA et ces accords ne devraient pas être limités par le droit interne. On parle également de l'ajustement des pénalités après la résolution PA. Et puis, il y a toute une section sur l'arbitrage PA qui reprend les bonnes pratiques. Et il s'agit de parler de l'obligation de lancer une procédure d'arbitrage lorsque c'est possible. Et nous rentrons également dans les détails de la procédure d'arbitrage elle-même. On passe vraiment en détail toutes les phases d'arbitrage, la désignation, la confidentialité, pour voir quelles sont les meilleures pratiques à chaque étape. Et pour conclure, je crois qu'on a déjà parlé de ces sujets. Il y a donc un certain nombre de remarques spécifiques ciblant les juridictions à faible capacité. On parle donc des types d'aide, de TIWB, des systèmes de parrainage. Nous parlons donc d'un système qui permettant d'aider les juridictions qui ont des capacités plus faibles de trouver en fait une juridiction avec des capacités plus importantes pour une aide. Et puis, je crois que dans les annexes, il y a toutes les bonnes pratiques, la Ligue des bonnes pratiques liées à l'action 14, et puis un certain nombre de modèles. Et puis, nous avons un modèle donc pour les demandes de procédure amiable, ainsi qu'un modèle pour les papiers de position. Et puis, vu qu'il est déjà 13h05, je vais peut-être m'arrêter là et je vais passer la parole à nos intervenants.
Et je vais peut-être commencer par donner la parole à Harm Mark, qui est le président du forum PA, enfin, qui nous dise un petit peu ce qu'il pense que nous avons réussi à faire. Merci beaucoup. Merci Sriram de nous avoir aussi présenté rapidement ce document et le manuel. Et merci aussi de m'avoir invité. Alors, je commencerai par dire que je crois que nous devons vous féliciter, vous et toute votre équipe, pour tout ce travail. C'est un travail assez considérable, volumineux quand on voit le nombre de pages, et puis aussi au niveau couverture. Je crois que c'est vraiment un document extrêmement complet, sans parler de la qualité. Je crois que ça a pris beaucoup de temps d'arriver là où nous sommes. Et je crois qu'en 2017-2018, nous nous étions dit pour la première fois, peut-être qu'il faudrait actualiser le MEMAP. Donc, ça nous a pris 8 ans pour y arriver. Et puis également, je me félicite vraiment des discussions, une discussion vraiment euh, très riche. Et je crois que à l'origine, il y avait 30 pays membres qui participaient. Maintenant, tous les membres pouvaient participer et ont participé aux discussions. Ce qui veut dire que des personnes issues de contextes juridiques différents, de cultures différentes se sont réunies afin de identifier quel serait un monde idéal d'une procédure amiable. Et je crois que ça nous a permis aussi de voir qu'il y avait des approches extrêmement différentes, des grandes différences au niveau d'accès, au niveau du processus, et c'était extrêmement riche en enseignements. Et puis, ce qui était important aussi de souligner à chaque fois dans les discussions, c'est que ça ne devait pas être vos meilleures pratiques, mais est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur ce qui pourrait être une procédure amiable idéale dans un monde idéal? Alors, je crois que nous y sommes parvenus, peut-être pas pour tout, puisque chacun a son point de vue différent, mais en tout cas, au niveau du processus, c'est très bon. Et puis, la collaboration au sein du forum était très bonne parce que ces discussions ont lieu dans le cadre d'examens par les pairs, entre autres. Alors, ça, c'était sur le processus. Maintenant, je passe au contenu. Alors, je pense à 2017. En 2007, pardon, en 2007, on avait encore les fax. On envoyait les documents par fax. Et, euh, et alors, certains d'entre vous opinent du chef, donc je vois que c'est vrai. Mais vous voyez à quel point le monde a changé maintenant quand on parle de partage de données ou de réunions. Si on devait se réunir avec des autorités compétentes il y a 20 ans, eh bien, on aurait eu toute une procédure écrite pour organiser une réunion. Et maintenant, on fait des réunions virtuelles. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et quand je pense à l'ancienne version du MEMAP, je pense que cette édition reste toujours tout à fait pertinente. C'était pas un document facile à appliquer parce que ce qui manquait, je crois, c'était les aspects très concrets de tout ce processus de PA. Et je crois que maintenant, on a pu l'enrichir de toute l'expérience. Quand on regarde les stocks en 2007, quand on voit l'augmentation et le nombre de pays qui suivent la procédure amiable, eh bien, il y a une forte augmentation. Et c'est pour cela qu'il était important d'actualiser eh bien, ce manuel. Pas uniquement expliquer le processus et les bonnes pratiques, mais également avoir plusieurs modèles. Peut-être que ces modèles ne sont pas utiles pour tous les pays, mais tous les pays n'ont pas nécessairement tous une expérience extrêmement vaste en matière de PA. Et donc, ça peut leur être utile. Ce qui est utile pour nous, je crois, et pour les Pays-Bas qui a une grande expérience en matière de PA, c'est que ça nous oblige à regarder à nouveau nos propres procédures. On se pose la question de savoir, voilà, comment est-ce qu'on fait les choses? Chaque étape franchie, est-ce que c'est aligné sur des bonnes pratiques? Sinon, est-ce qu'on peut améliorer nos propres pratiques? Donc, je crois qu'il y a toujours des choses qu'on peut améliorer et qu'on n'aurait peut-être pas identifiées avant. Et puis, il y a deux autres choses qui me semblent très importantes également, les droits et le rôle des contribuables. Alors, Sriram, vous l'avez mentionné, mais je crois que quelquefois, on l'oublie. Et bien entendu, les contribuables ne peuvent pas participer aux décisions bilatérales parce que c'est entre États. Mais au niveau de la communication, pour ce qui est de fournir des informations, pour ce qui est de dire, de tenir au courant de là où en est la procédure, je crois que le contribuable a toujours un rôle à jouer. Et je crois que ça, c'est souligné. Et la deuxième chose qui me semble aussi très importante dans le processus, c'est toute la phase pré- PA. Donc, avant de faire la demande, et puis le comportement des autorités
compétente? Est-ce que oui ou non, on accepte ces demandes? Quel est le comportement vis-à-vis des contribuables? Et puis aussi le comportement lors de la procédure amiable. Maintenant, tout ça est couvert plus en détail, enfin très en détail, et ça va peut-être au-delà de ce qui figure dans l'action 14. Bien entendu, c'est pas contraignant, mais en tout cas, ça peut être un point de départ pour commencer à travailler. Et si on devait réviser la norme à minima, eh bien, nous pourrions utiliser ça et aussi très concrètement, nous pourrions utiliser tout ça pour améliorer nos propres procédures amiables. Merci beaucoup, Marc, pour tout ça. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est très important d'avoir mis davantage l'accent sur les aspects pratiques et de voir ce que. Et ce qui est important, c'est que vous, les autorités compétentes, vous vous sentiez à l'aise pour envoyer tout ça aux équipes. Alors, bien entendu, que si vous n'êtes pas d'accord avec tout, ça peut néanmoins rester une source d'aspiration. Je crois que c'est très important. Peut-être que l'on peut passer. À la perspective business. Karine, est-ce que vous pensez que les entreprises peuvent utiliser le MIMAP et est-ce que vous pensez que ça pourrait être utile? Merci, Stéphane, et merci de m'avoir invité à participer. Oui, je peux faire écho à ce qu'a dit Armark. Félicitations pour un travail bien fait, parce que la différence entre la version antérieure et la version 2026 est impressionnante. Pour vous dire la vérité, j'ai utilisé l'intelligence artificielle pour comparer les documents. Donc, nous nous trouvons en 2026, n'est-ce pas? Mais on n'a pas vraiment besoin de l'IA parce que la différence est si grande, comme le dit Arnaud. Vous êtes passé d'une approche éminemment théorique, fondée sur les principes, à une approche beaucoup plus pratique. Euh, En tant que contribuable, je vous applaudis. Donc, si vous prenez un peu de recul pour aborder votre question, que veulent les contribuables? Les contribuables souhaitent avoir la sécurité juridique en matière fiscale par le règlement des différends, parce que ce sont les deux côtés de la médaille, et une imposition prévisible. C'est à peu près tout. Donc, si quelqu'un vous dit le contraire, eh bien, euh, je m'y opposerai, parce que je pense que c'est essentiel. Et je deviendrai peut-être un peu philosophe à cet égard. Dans un monde fait de tant de divisions, voir que des processus tels que la procédure amiable existent, peuvent encore être développés, peuvent en fait prendre leur essor, vous fait chaud au cœur, très franchement, parce que dans une économie mondiale qui se trouve sous de plus en plus de pression, de plus en plus déchirée, voir un exemple où les parties s'alignent, parlent ensemble, trouvent un terrain d'entente, reste la meilleure façon à trouver une situation gagnante, gagnante pour tous. C'est presque quelque chose qui donne bonheur quelque part de voir que c'est un outil aussi puissant. Alors, pour revenir sur le contenu, la version 2007 comparée à la version 2026, je pense qu'il y a beaucoup de dimensions pratiques et qui sont vraiment les bienvenues dans la nouvelle version. Qu'il s'agisse de la question des paiements, la question des pénalités, pour moi, l'un des points les plus importants, c'est l'accès à la procédure amiable, parce que mon expérience a été que la plupart des fois, en arrivant à la procédure amiable, l'expérience est plutôt bonne, mais la difficulté, c'est d'arriver à ce stade, d'arriver à la procédure amiable. L'approche directe, transparente, pratique de la nouvelle version concernant ces obstacles qui ne devraient pas être là, mais qui s'y trouvent quand même, quelque chose de très important. Pour moi, peut-être le plus gros obstacle a été les
transactions. Et c'est assez incroyable. Beaucoup d'autorités compétentes ont dit, dans le cadre du standard à minima, que il n'y a pas de transaction dans le cadre de la procédure amiable. Je peux vous dire que cela existe et je l'ai vu directement moi-même. Et ceci fait ressortir ce que nous disions concernant les attentes des deux côtés, du côté des autorités fiscales, des autorités compétentes d'un côté et les contribuables de l'autre. Je pense que, comme vous l'a dit si souvent, il faut une approche de bonne foi. Il faut la participation des deux parties sur une base de bonne foi. Et parfois, le fait d'avoir l'ouverture et la franchise nécessaire. Si vous dites que les transactions ne devraient pas poser des obstacles à la procédure amiable, il faut passer à l'acte. Il faut faire en sorte que ce ne soit pas un obstacle. Alors, quand vous avez recours à des transactions, à des arrangements dans un cadre pénal, cela met encore plus de pression sur le contribuable. Alors, comment négocier quand vous avez un pistolet qui vous pointe? Mais la transparence accrue, le fait de parler de ces vrais éléments pratiques est quelque chose dont je me félicite vraiment parce que je continue de croire que la procédure amiable est une essentielle dans la vie des grandes entreprises. Ce que j'ai dit au début, pas de double imposition d'un côté et la sécurité juridique en matière fiscale, ce sont les deux essentiels que recherchent les contribuables. Et merci beaucoup, Karine. Alors, quand nous avons commencé ce travail, nous voulions regarder les bonnes pratiques des autorités compétentes elles-mêmes. L'idée n'était pas de dire qu'il y avait des difficultés dans certaines autorités compétentes. Je pense que dans la plupart des autorités compétentes, il y a des bonnes pratiques, comme le disait Armark, et nous avons pensé que nous pourrions utiliser ces exemples pour montrer que dans un monde idéal, voici comment procéder, voici ce qui marche. Et je pense que cela fonctionne. Les trois quarts des cas assujettis à la procédure amiable trouvent résolution. Donc, nous voulions montrer que cela peut réussir, que c'est un succès. Sur ce, je donne la parole à Sandra qui a travaillé avec nous pour le plus gros du travail sur le BMAP et vers la fin du processus, elle est passée aux côtés des entreprises et nous avons pensé que cela lui donne vraiment la meilleure des positions pour nous parler des deux côtés de l'équation. Alors, pour la communauté plus générale, les conseillers, les entreprises, quelle est l'importance du BMAP? Sandra. Et merci beaucoup, Sriram. Alors, j'ai travaillé au sein de l'autorité compétente de la Belgique depuis longtemps. J'ai travaillé à l'OCDE et maintenant je suis chez UI. Je vais parler en mon nom propre parce que cela me permet d'évoquer ces trois contextes. Tout d'abord, félicitations. C'est un document qui est excellent. C'est un exploit de l'avoir produit. Alors, je considère quelque part que c'est mon propre bébé aussi, mais en fait, vous avez fait le plus gros du travail. Mais c'est vraiment merveilleux de voir le résultat final. Comme vous l'avez dit, la mise à jour était essentielle vu toutes les évolutions du côté politique, pratique et autres depuis 2007 et c'était produit beaucoup de choses. Alors, Karine et Marc avaient aussi dit beaucoup de choses et je fais écho à ceux qu'ils ont dit. Mais il y a deux, trois points que je voulais évoquer moi-même. Pour moi, ce document est important parce que débattu et approuvé par les autorités compétentes elles-mêmes. Ce n'était pas une approche descendante, c'était les vraies personnes qui travaillaient au quotidien avec la PA qui se sont assis ensemble pour parler de ce qu'il fallait pour avoir une procédure amiable efficace, aussi pour identifier ce qui peut constituer une bonne pratique ou la meilleure pratique, même si ces autorités compétentes ne le faisaient pas elles-mêmes. C'était très important. Alors, c'est un document qui donne beaucoup d'orientation pratique, très important. Et pour la première fois, je pense, cela
comme par quelques sujets qui n'ont jamais été traités par le passé, mais qui étaient connus sur le plan mondial comme étant des obstacles à la procédure amiable. Karine en avait parlé de plusieurs, vous les avez mentionnés aussi, mais il est très important que ces sujets soient traités. Cela montre également que la communauté de la procédure amiable, toutes les autorités compétentes, trouvent que les choses sont bien meilleures maintenant, mais qu'il reste des choses à améliorer. Il est important de transmettre ce message aussi. Achim l'avait aussi dit, il y a en fait le nombre de juridictions qui ont affaire à des cas de la procédure amiable, c'est multiplié par 2 depuis 10 ans. Alors, si vous êtes confronté à la procédure amiable et vous n'avez pas la moindre expérience, c'est très difficile. Par où commencer? À quoi ressemble cette procédure? Donc, toutes les orientations pratiques dans ce document sont éminemment pratiques et utiles, importantes pour aider ces juridictions qui vont devoir traiter ces cas qui relèvent de la procédure amiable. Et j'espère que toutes ces juridictions vont s'en servir comme référence, vont lire le document pour ne pas être dans la position de se dire nous sommes confrontés à un cas de procédure amiable et nous ne savons pas comment procéder. J'espère que le MEMAP va les aider vraiment à gérer ces cas dans le sens le plus pratique. Je ne peux qu'espérer, donc comme je l'ai dit, que cela sert de référence, que toutes les autorités compétentes vont chercher à adopter ces meilleures pratiques. Et je suis d'accord pour dire que beaucoup de ces choses sont déjà appliquées par bon nombre d'autorités compétentes, mais j'espère que d'autres juridictions qui ne les appliquent pas encore vont les rejoindre. Alors, j'ai été frustrée plus d'une fois parce que j'ai trouvé que le standard minimum action 14 n'allait pas aussi loin, mais cela va vraiment dans le bon sens. C'est un vrai pas en avant. Et nous espérons que cela va ouvrir la porte à un standard un minima plus robuste. Alors, Harim avait parlé aussi euh, de cela, mais quelqu'un va appeler la police euh, de la procédure amiable. Dans ce cadre, je dois dire que le MEMAP est un excellent document, recueil de meilleures pratiques, mais très honnêtement, beaucoup de ces meilleures pratiques me semblent d'une évidence euh, créante. Alors, ce n'est pas que la procédure amiable est quelque chose que vous devez faire, que vous êtes obligé de faire dès que vous signez la convention. Les juridictions qui ont cette idée doivent vraiment réfléchir pour savoir si elles satisfont aux meilleurs principes de la procédure amiable. Parce que beaucoup de ces meilleures pratiques, en fait, constituent quelque part une norme à minima. Mais je dois marteler ce message. Il faut améliorer la procédure amiable. Alors, j'apprécie aussi la référence dans le document à ce que peuvent faire les contribuables pour rendre la procédure amiable plus efficace. Parce qu'il y a des parties prenantes qui soumettent leurs demandes et qui n'entendent plus rien après. Mais en fait, il y a beaucoup que peuvent faire ces parties au début et pendant le processus. Ce sont des éléments qui sont à la clé du succès du processus pour que la procédure amiable se passe de la façon la plus lisse et réussie possible. Donc, j'apprécie ces éléments dans le document. Oui, Tiran, si je peux me permettre, je voudrais rebondir sur certaines choses qu'a dit Sandra. Parce que, tout comme Sandra, je suis très ambitieuse moi-même. Et quand il s'agit de la procédure amiable, c'est le cas. Et ce que nous pouvons viser par cette procédure. Elle avait mentionné très au passage, mais cela m'a euh, inspiré à parler parce que c'était quelque chose que j'avais à l'esprit aussi. C'est l'applicabilité, le fait que malheureusement le MEMAP n'est pas contraignant. C'est peut-être sa plus grande faiblesse pour moi, en fait. Et je ferai écho à son souhait que le MEMAP va mener à une norme à minima plus robuste. Une norme à minima que les administrations fiscales doivent respecter, que l'on leur tient
à leurs obligations à cet égard. C'est très important. Pour moi, c'est l'avenir, c'est la bonne voie à suivre. Donc, faisons en sorte que la procédure amiable soit contraignante quelque part, applicable euh, des deux côtés, chez les autorités compétentes et chez les contribuables, et qu'il y ait des équivalentes quand il s'agit des questions relevant de la ou des prix de transfert. Parce que si vous regardez, si vous demandez aux contribuables quels sont les sujets qui coûtent les plus cher au pays, ce sont les impôts indirects, euh, euh, entre autres. À l'international, il y a des considérations partagées par toutes les entreprises. Et donc, j'aimerais que cette approche soit développée pour les sujets qui ne relèvent pas de l'impôt sur les revenus aussi. Oui, merci beaucoup. Ça fait partie de nos exercices de remue-ménage. Si vous regardez la sécurité juridique en matière fiscale, nous réfléchissons à ce genre d'idées. C'est le cas de la table ronde aussi. Où est-ce que nous cherchons la sécurité juridique en matière fiscale? Alors, je vois les questions-réponses. Et donc, désolé, nous n'allons pas pouvoir répondre à toutes les questions. Nous allons revenir vers vous pour des réponses. Mais je vois des questions concernant les aspirations et le statut et à quel moment nous visons la conformité. Alors, nous avons commencé par le politique, un engagement politique qui nécessitait beaucoup d'efforts pour arriver à une norme à minima. C'était la première norme en la matière. À travers le processus d'examen par les pairs ces 10 dernières années, nous avons réalisé un peu du travail d'interprétation. Nous avançons, nous évoluons, mais nous réfléchissons au pas le pas. D'un côté, nous avons mais aux pratiques claires, transparentes, qui relèvent de l'aspiration, comme vous l'avez dit, Karine, mais nous essayons de viser aussi l'esprit de la procédure amiable. Si vous regardez les examens par les pairs dernièrement et les examens qui vont sortir pour être publiés rapidement, vous verrez que nous avons fait beaucoup de travail pour voir où est-ce que nous pouvons agir pour refléter l'esprit et la lettre de la norme à minima de l'action 14. Non, tout le monde est d'accord avec Sandra. Nous cherchons à avancer vers cela. Où est-ce que nous pouvons explorer, modifier la norme minimale? Nous avons organisé une consultation publique il y a 2 ans pour parler de comment nous pourrions améliorer la norme minimale. Mais tôt ou tard, nous allons conclure que nous avons pris l'élan nécessaire pour agir. Mais nous avançons pas à pas. Et pour le moment, nous avons travaillé sur la procédure annuelle. Oui, c'est la seule façon de manger un éléphant, n'est-ce pas? En croquant petit à petit. Oui, exactement. Il y a deux, trois sujets que je voulais couvrir avec vous en parlant des aspects spécifiques de la procédure amiable. Je voulais parler avec vous notamment de la phase pré-procédure amiable. Ce que vous pouvez faire pour faire en sorte que les différends n'avancent pas vers la procédure amiable, trouvent résolution avant ce stade. Je vais vous demander, Sandra, comment vous pensez que nous pouvons agir de ce côté-là, la sensibilisation auprès des autorités compétentes des autres parties prenantes? Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Oui. Alors, il m'a pris du temps pour reconnaître l'importance de la phase pré-procédure amiable. Mais quand nous avons commencé à travailler sur l'action 14, petit à petit, je me suis rendu compte que même si les autorités compétentes faisaient un travail parfait, ce ne serait pas suffisant. Je ne dis pas que les autorités compétentes font un travail parfait en même temps, mais je peux vous assurer que après tout notre travail d'examen par les pairs, je suis certaine que la procédure amiable fonctionne beaucoup mieux pour ce qui est de la partie du travail qui relève des autorités compétentes. En même temps, il y a beaucoup qui peut être fait, soit pour éviter d'arriver au stade de la procédure amiable, ou bien pour le rendre plus facile pour les autorités compétentes de gérer les cas de la procédure amiable quand ces cas se présentent. Si un ajustement est fait,
mais ceci n'est pas justifié par la fonctionnalité de l'audit. Qu'est-ce que vous attendez des autorités compétentes? Parce que les autorités compétentes ne peuvent pas refaire un audit. Il est important que les autorités compétentes se rendent compte que si une évaluation fiscale est à défendre pour qu'elle soit défensible, il faut qu'il y ait des principes clairs qui sont appliqués. Cela doit être écrit clairement pour ne pas que l'autorité soit obligée de dire, eh bien, nous disons que la procédure est ainsi. Il faut qu'il y ait une justification claire, une preuve. Si c'est une question qui ne relève pas des prix de transfert, le commentaire sur le modèle de convention de l'OCDE peut aider, ou bien les commentaires sur principes directeurs en matière de prix de transfert peuvent aider. Mais avoir quelque chose de clair, de clair et d'écrit peut beaucoup aider. Sensibiliser les acteurs au niveau international est important. Faire en sorte que les autorités compétentes suivent ces principes est important. Je sais que nous disons que les autorités compétentes doivent participer, mais cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir une communication entre les autorités compétentes et les autres fonctions. Si vous regardez cela du point de vue des administrations fiscales, n'est-il pas mieux que les autres fonctions reçoivent une information sur ce qu'il ne faut pas faire pour que ces acteurs ne font pas ces choses qui peuvent entrer en conflit. C'est important, pas simplement par rapport au MEMA, mais comme l'a dit Achim au début, des autres projets en cours, les cartographies de la procédure amiable ou le manuel, je ne sais pas comment l'appeler, sur les comportements des administrations fiscales pour passer de la résolution du règlement des différends vers la prévention. Ce sont des aspects aussi très importants. Bien, je dirais que moins le nombre de cas qui ne relèvent pas d'une procédure amiable n'arrive pas jusqu'à cette procédure, plus il y aura de cas qui relèvent de l'APA qui, eh bien, y parviennent. Parce que, donc, éviter ce qui n'a rien à faire avec l'APA. Donc, c'est pour cela que la phase préalable est si importante pour moi. Et puis, si vous me le permettez de rebondir une fois de plus sur ce que disait Sandra, je suis désolée de cette mauvaise habitude. Alors, je suis totalement d'accord avec tout ce qu'elle vient de dire. Et je crois que même lors de la phase de contrôle, comprendre euh, l'articulation entre ce qui est national et ce qui relève de la convention et savoir que s'il y a une convention, eh bien, ce qui est important, c'est d'arrêter de se concentrer sur la mauvaise référence. Et il faut euh, élever la discussion au niveau donc, de la convention. Et la distinction entre euh, contrôle et autorité compétente reste une difficulté dans de nombreux cas. Et a trait bien souvent à la question de l'efficacité de la phase préalable. Et quelquefois, il y a une certaine complaisance par rapport à ce qui a été évalué par les contrôleurs et ce qui a été évalué par, enfin, dans le cadre de la procédure amiable. Parce que certains peuvent penser, eh bien, pourquoi lancer une procédure amiable? Parce que, eh bien, on peut penser que les autorités compétentes auront exactement la même position que qu'un contrôleur des impôts. Donc, faire très attention. Donc, c'est vraiment la question de l'articulation entre, eh bien, ce qui se fait au niveau national et ce qui relève de la Convention. Donc, ça aussi, c'est lié à une meilleure gestion de la phase préalable pendant le contrôle et autres. Et donc, cela permettrait
de veiller à ce qui relève vraiment potentiellement d'une procédure amiable, eh bien, arrive jusqu'à cette procédure et éviter ce qui ne relève pas d'une PA. Merci beaucoup. Je veux dire que c'est tout à fait éclairant parce que c'est précisément ce que nous essayons de faire, c'est-à-dire parvenir à une meilleure coordination. Et tout cela découle de bonnes pratiques qui sont d'ores et déjà mises en œuvre. Et c'est vrai que on nous a dit, y compris lors de l'enquête, c'est que beaucoup d'autorités compétentes font ça et ça leur permet donc de parvenir à de bons résultats. Et donc, même si, eh bien, il y a un échange entre contrôle et autorités compétentes, eh bien, ce qui est important, c'est et vraiment d'identifier quelles sont les bonnes pratiques. Et ce qui est important de souligner, c'est qu'il y a beaucoup d'expérience de ces bonnes pratiques et je voulais vraiment donc souligner parce que certains pensent que je prends la parole au nom des autorités compétentes, mais il y a aussi de bonnes pratiques côté contrôle. Vous pensez que j'allais peut-être un petit peu loin? Non, non, c'est juste pour parvenir à un bon équilibre. Et peut-être que je peux redonner la parole à Ham Mark pour en savoir plus côté, enfin, du côté des autorités compétentes qui ont des indicateurs de performance, etc. Donc, pour vous, qu'est-ce que le manuel apporte aux autorités compétentes? Merci beaucoup, Sriram. J'écoutais avec grande attention ce que disaient nos intervenantes. Alors, les bonnes pratiques dans ce document sont vraiment la clé de tout ce processus. Il s'agit vraiment de respecter toutes les dispositions de la convention et dans le cadre du PA. D'une PA. C'est ça, en fait. Et quand on travaille au sein d'une autorité compétente, quelqu'un eh bien, peut venir vous voir et vous dit, euh, est-ce que cette position peut être acceptable? Si la réponse est non, eh bien, on retourne à son bureau pour travailler tout cela. Alors, c'est vrai que pour se battre pour une bonne application de la Convention, eh bien, on lutte pour eh bien, trouver comment faire concrètement. Et donc, trouver une solution, avoir cet état d'esprit de recherche de solutions, c'est essentiel, et construire des relations, et donc être sûr que l'on comprenne bien la culture de l'autre partie, de la culture juridique également, pour bien comprendre quels sont leurs intérêts. Et pour ce qui est de l'organisation en interne, il y a deux choses. Tout d'abord, vraiment, quand on parle de contrôle, être sûr que vous allez obtenir de bons résultats au niveau des contrôles. Et si vous allez défendre, vous voulez défendre une transaction, mais si vous n'avez pas eh bien, toute l'argumentation sous-tendant cette transaction, qu'est-ce que vous pouvez faire? Et il faut vraiment que il y ait toute cette fonction retour qui fonctionne bien. Et puis, je crois qu'il y a aussi un autre sujet qui est très important, c'est de travailler avec les contribuables avant qu'une procédure amiable soit lancée. Donc, c'est pas vraiment un conseil, mais plutôt une interaction. Donc, qu'est-ce que je dois présenter? Dans un cas multilatéral, à quoi est-ce qu'il faut que je pense? Qu'est-ce qui est requis d'un point de vue formel pour pouvoir lancer le processus? Et puis également, la gestion des attentes. Si vous avez des attentes vis-à-vis d'un pays, les partager afin d'éviter de parvenir à un résultat que vous n'appelez pas de vos voeux. Et puis pour ce qui est de l'organisation, je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire. Tout d'abord, l'attitude que l'on a vis-à-vis des contribuables, leur donner un large accès, y compris dans les cas limites, vraiment qu'ils aient le bénéfice du doute. Et certains cas de double imposition et lorsqu'il y a donc le délai était dépassé d'un jour. Là, je crois que vous pouvez tout à fait résoudre ce cas facilement et seul. Et même pour les cas plus importants, il faut vraiment travailler avec ses homologues afin d'être sûr que l'on comprenne bien si oui ou non ce cas est éligible pour une procédure amiable et pas. Et pour ce qui est des stocks, veillez à ce que qu'il y ait un bon suivi sur les demandes de PA pour ce qui est de l'envoi des documents, de leur réception des documents et ne pas attendre 24 mois pour dire, eh bien non, on ne peut pas résoudre le cas. Au bout de quelques mois, vous pouvez aller voir votre hiérarchie pour dire, eh bien, nous trouvons, enfin, il est difficile de trouver une solution, donc qu'est-ce qui peut être fait? Et enfin, quand on cherche des solutions, ce qui est important, c'est pas uniquement de trouver des solutions pour ce cas en particulier, mais vraiment penser à ceux qui pourraient
émerger à l'avenir. Par exemple, aux Pays-Bas, si on se rend compte que il y a- et dans un cas particulier, à l'issue de la procédure amiable, eh bien, infirme la décision prise lors du contrôle. À ce moment-là, il faut que on aille voir les contrôleurs pour leur dire attention, attention à ce que vous faites. Et puis, pour ce qui est de l'organisation, réfléchir à sa propre organisation, voir si l'on ne peut pas améliorer notre organisation interne, réfléchir à notre comportement vis-à-vis des contribuables et aussi la question de la relation avec l'unité de contrôle fiscal. Merci Armarc, merci beaucoup. Effectivement, côté autorité compétente, beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses que nous avons fait. Également, l'examen par les pairs, c'est une partie seulement de notre travail, mais vous savez que nous, on traite toutes les questions concrètes. Donc, vraiment les questions qui se posent dans la vie réelle. Et c'est précisément ce que vous avez mentionné. Comment est-ce que l'autorité compétente peut être optimisée pour que les cas soient effectivement résolus? Et je crois que c'est ça qu'on essaye de faire. Et j'espère, comme vous l'avez dit, que les autorités compétentes peuvent utiliser le MEMAP pour vraiment améliorer leur gestion des stocks afin de veiller à ce que les ressources sont employées dans l'orientation souhaitable. Donc voilà, c'est ce que nous avons essayé de faire, c'est de définir orientation. Et si je pouvais aussi ajouter quelque chose, peu importe quels sont les cas qui relèvent enfin, les différents cas. En fait, c'est le même traitement qui doit être réservé, quel que soit le cas, et c'est la même approche, et c'est le même état d'esprit qui doit s'appliquer, quel que soit le cas. Désolée de l'avoir interrompu. Oui, oui, tout à fait. Je crois que, eh bien, effectivement, là, le secteur privé serait tout à fait d'accord avec vous, et c'est tout à fait logique. Alors, je vois qu'il est déjà 1h41, il ne reste que 4 minutes. Je suis vraiment désolée, on n'aura pas le temps de répondre aux questions directement, mais nous vous contacterons pour apporter des réponses et j'espère du moins que pendant ces discussions, un certain nombre de questions ont reçu de réponses. De mon côté, eh bien, je dirais que nous avons une excellente discussion avec nos intervenants et ça nous permet vraiment d'en rentrer dans le concret grâce à ce document. Je pense à l'exemple qui a été donné par Sandra et l'état d'esprit. Vous verrez que tout ça, c'est dans le manuel parce que Sandra, c'est une ancienne autorité compétente et tout ce qu'on a pu recueillir auprès des autorités compétentes ont été intégrés. Et je crois que nous sommes allés vraiment très, très loin. Donc, nous espérons que ce manuel vous sera utile et vraiment nous sommes très heureux d'avoir pu recueillir autant de points de vue différents. Je vais repasser la parole à Hakim pour clore ce webinaire. Merci beaucoup. Je n'ai que 3 minutes, donc je m'en limiterai à 3 minutes. Merci beaucoup aux différents intervenants pour leur présence. Merci Karine, merci vous tous, merci pour votre retour à chaque fois. Et je crois que quand si je prends un petit peu de recul, et ça vous en dira plus sur mon âge, quand je pense au plan stratégique, à l'action 14, tout ce qui a été fait au début et beaucoup des choses que vous avez mentionné, vous, Sandra, avec l'état d'esprit. Ça a été intégré. Et commencer à changer l'état d'esprit, c'est une des premières choses que l'on a faites. Et c'est ce qu'on peut voir également de nos membres. Et je pense à nos collègues de Singapour qui peut-être nous écoutent, beaucoup des choses qui ont été intégrées et que nous oublions quelquefois dans nos statistiques ou les cadres de reporting. Vous vous souviendrez peut-être, Sandra, à quel point il était important de changer aussi le cadre statistique afin que les autorités compétentes aient un point de départ commun. En fait, ce que nous mesurons, c'est ce qui se passe comme une équipe. Si l'autorité compétente des Pays-Bas, eh bien, ça va contre les Pays-Bas, mais ça va contre également les partenaires. Donc, c'est vraiment intégrer cette idée qu'il y a une responsabilité commune à appliquer ensemble la convention. Et c'est ça qui doit tirer donc les reportings, c'est ça qui doit permettre l'identification de bonnes pratiques. Il y a vraiment une obligation d'appliquer la convention. Et je crois que beaucoup d'entre vous ont dit que la procédure amiable fonctionne, mais que eh bien, l'aventure continue. Il y a encore des choses qu'on peut améliorer et vous l'avez mentionné, Marc, Sandra et Karine. Et effectivement, le MIMAP, c'est une contribution
importante. Donc, continuez à travailler avec nous, avec les autorités compétentes. Et puis, il faut aussi réfléchir à l'avenir. S'il y a une table ronde, surtout venez nous voir lorsqu'il y a des questions qui se posent en matière de certitude fiscale et autres. Et moi, j'aimerais aussi me faire l'écho de ce qui a été dit par Sandra. Ce qui est important, c'est vraiment de veiller à ce que ce qui arrive enfin, qui est traité dans le cadre d'une procédure amiable doit l'être effectivement et éviter les cas qui ne relèvent pas d'une PA. Alors, ça peut passer par des actions de prévention ou aussi il y a des cas de routine. Il faut que ces cas de retour doivent être résolus parce que ça permet à ce moment-là de travailler sur d'autres éléments. Donc, ce qui doit passer par une PA, doit passer par une PA, mais ce qui ne relève pas d'une PA ne doit pas arriver jusqu'à une PA. Et puis, alors, il y a beaucoup d'autres choses qui relèvent de la certitude fiscale, mais je ne reviendrai pas à tout ça. Mais comme l'a dit Karine, il y a aussi tout ce qui est fait au sein des administrations fiscales, travailler avec les uns les autres et les persuader dans le fait que investir dans des programmes de certitude fiscale, eh bien, va dans leur intérêt. Et il y a des situations où les FDI augmente lorsque la stabilité au sein d'un pays est meilleure et lorsqu'il y a moins d'incertitude fiscale. Et puis, il y a également toute une discussion extrêmement importante là-dessus. Et puis, ça revient également à la question des mesures incitatives au sein de l'administration fiscale et quelles sont les compétences. Alors, dans les autorités compétentes, et puis nous devons absolument travailler avec d'autres parties prenantes également d'un point de vue plus large. Et je crois que le MIMAP est vraiment une brique très importante. Je me réjouis par avance des discussions à venir sur le MIMAP et sur la certitude fiscale d'un point de vue plus général. Merci beaucoup à tous pour cette discussion très franche. Et c'est avec une minute de retard que je clôt ce webinaire. Merci beaucoup. Restons en contact. Merci à tous.